Chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Frédéric Garcia qui est à mes côtés en plateau aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour bienvenue. Grégoire. Vous êtes responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. État des lieux des marchés en ce début de semaine. Il faut d'ailleurs peut-être revenir sur la séance de vendredi qui était visiblement intéressante. On est dans un environnement, quand même, il faut le dire, depuis quelques semaines où on voit les indices européens qui surperforment le marché américain et notamment le Nasdaq. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui, comme vous le signalez Grégoire. Donc c'est vrai, cette fameuse décorrélation qu'on attend, tant attendue depuis de nombreuses années, peut-être nous est enfin arrivée. Donc séance très intéressante de vendredi, puisque on avait donc corrigé depuis une bonne quinzaine de jours sur le Nasdaq d'environ à peu près 10%. On le verra par la suite sur le graphique. Et puis on est venu chercher donc un support important. Et quand ont été publiés donc les chiffres mensuels de l'emploi, on a eu des créations qui étaient nettement supérieures aux attentes, autour de 390 000 contre 180 000 attendus. Ça a effrayé les marchés une fois de plus. Pourquoi ? Parce que le rendement obligataire, le taux à 10 ans, est reparti tutoyer les 1,60, 1,62. Et puis tout d'un coup, on a eu le taux de salaire horaire qui est ressorti conforme à plus 0,2. Donc là, de ce côté-là, on s'est dit peut-être que ça va dissiper un petit peu les tensions inflationnistes. Il n'y a pas de pression salariale à ce stade, c'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Pour l'instant, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là, tout simplement puisqu'on est loin du plein emploi encore aux États-Unis. Le plein emploi, si on l'a connu l'an dernier, on était plutôt autour de 3,2, 3,3 du taux de chômage. Donc là, on est encore à 6,2. Donc on a encore de la marge. Donc pas de pression inflationniste du côté des salaires. Et les marchés, donc le taux obligataire s'est détendu, on est redescendu autour de 1,50, 1,55. Et le marché américain a repris le chemin de la hausse, notamment sur le Nasdaq où on avait énormément baissé, donc 10% de baisse. Et le Dow Jones, qui lui se tient nettement mieux depuis 15 jours, a aussi donc surperformé. Même si cette séance de vendredi a permis au Nasdaq de rebondir un peu, on a quand même un Nasdaq qui a accumulé 3 semaines consécutives de baisse, avec une perte du pic au creux de 10% pour le 10%. Nasdaq 100, qui a effacé quasiment ses gains depuis le 1er janvier. Si on regarde le graphique du Nasdaq, là, on voit une figure technique alors qui est peut-être identifiée comme une épaule tête-épaule. Qu'est-ce que ça peut nous dire de la situation technique du Nasdaq, Frédéric ? Alors, tout à fait, c'est un graphique très parlant. Donc, épaule, tête-épaule, en général, c'est une configuration donc, baissière assez forte. Donc, on a fait notre première épaule donc, autour du 22 janvier. Ensuite, on est remonté, donc on a fait notre tête et on a inscrit donc, des plus hauts historiques autour des 14 000 points. Ouais. Progressivement, donc, on a reflué, donc avec une amorce de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, notamment le 10 ans et le 30 ans. On a constitué une deuxième épaule et puis après on a cassé notre fameuse ligne de coup et on est venu s'appuyer vendredi donc sur un niveau des 12 210 points, donc une correction de 10%. Et on a procédé à un pullback. Un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu tutoyer notre ligne de coup. Donc, de deux choses l'une. Cet après-midi, donc, comme vous le soulignez, Grégoire, pour l'instant, les anticipations donnent une correction, de nouveau une correction sur le Nasdaq, une baisse autour de 1,20, 1,30. Mais pour l'instant, il est encore relativement tôt là-bas aux États-Unis. Donc, soit on arrive à s'affranchir de cette ligne de coup et on repart donc de manière positive sur le Nasdaq, ou alors, si on vient buter dessus, il est probable qu'on reprenne le trend baissier et qu'on aille chercher donc plus bas la cible de la tête-épaule inversée, de la tête-épaule qui se situe à 11 600 points. Quand même, moment crucial, vous dites, pour la tech, les big tech américaines et l'indice Nasdaq, l'emblème justement de ces grandes valeurs technologiques. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, ce sont des valeurs fortement endettées. À partir du moment où on a des taux qui remontent, bien évidemment, ces valeurs-là en pâtissent, les valeurs dites de croissance. Bon, il y a un phénomène aussi là sur les marchés. Et tout ça se tient parce qu'évidemment, si les taux remontent, c'est que le marché anticipe plus de croissance et plus d'inflation également aux États-Unis. Sur la partie inflation, il y a évidemment un actif qui vient jouer les troubles faits, entre guillemets, c'est le pétrole. C'est-à-dire que le pétrole n'arrête pas de monter. On a vu encore une extension ce matin du pétrole Brent, le pétrole de la mer du Nord, au-delà de $70 pour la première fois depuis plus d'un an. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs. Là, la dernière information, c'était des tensions géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et les Houthis du Yémen. Mais ça vient s'accumuler après des mois et des trimestres maintenant de reprise des matières premières dans leur ensemble et du pétrole en particulier. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire techniquement du pétrole Brent qu'on regarde là autour de $70 en ce début de semaine, Oui, en effet, comme vous le soulignez, Grégoire, donc une conjonction d'éléments favorables pour une reprise du pétrole.
Ce matin, on est venu tutoyer la zone des 71, 72 $. Pour nous, logiquement, on devrait pouvoir consolider sur le court moyen terme et revenir au moins prendre appui. Ce qui était un gros objectif, là je vois marqué zone cible sur le graphique, on est allé chercher cette cible et cet objectif. Exactement, c'est une résistance de moyen terme, donc il faut remonter à 2018, le graphe donc remonte à 2018 et on voit que systématiquement, quand on est venu donc chercher les 71, 72 $, on a buté sur cette zone-là, on n'a pas réussi à s'en affranchir et puis bon, bien évidemment, après on a la forte décrue de la crise sanitaire. Donc voilà, donc pour nous aujourd'hui, on est sur une zone donc tampon et on est plus à des prises de bénéfices pour revenir éventuellement chercher les 65 idéalement et bien évidemment si on a une forte décrue dessus, une forte correction, les 57 $, mais on n'y croit pas trop. Après sur la tendance de moyen long terme, le pétrole a vraiment amorcé une configuration haussière assez puissante. Ouais. Certains parlent d'un super cycle des matières premières et du pétrole. Donc voilà. On verra. Bon, 70 $ touchés, donc on verra peut-être l'idée d'une consolidation sur le pétrole. Si on en vient à notre indice CAC 40, alors je le disais, on est dans une séquence de marché assez rare où l'Europe surperforme les marchés américains. On dit souvent que c'est lié à la composition des indices. Le CAC 40 s'en sort peut-être encore mieux que d'autres indices en Europe aujourd'hui, Frédéric. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, comme vous le soulignez, le CAC 40, ce n'est pas exclusivement des valeurs technologiques, bien loin de là. On a énormément de bancaires, on a énormément de valeurs, donc matières premières, notamment la plus grosse pondération avec Sanofi. Bon, Sanofi, on le sait, c'est un groupe pharmaceutique, c'est une valeur défensive. Et on a surtout Total, bien sûr, qui est une valeur matière première par excellence, plus grosse pondération avec pas loin de 15% du CAC 40. Et puis on a énormément de valeurs cycliques, on a Arcelor, on a Safran, on a Airbus. Donc toutes ces valeurs-là, comme vous le soulignez, du fait qu'il y a eu une correction sur les valeurs de croissance, les valeurs tech, qui en ont profité ? Ce sont les valeurs cycliques et les valeurs matières premières. C'est pour ça que ça a permis à notre indice CAC 40 d'être boosté et de finalement bien se comporter sur les 3 dernières semaines, malgré qu'on ait corrigé aux États-Unis, puisqu'on le voit sur le graphique. On est venu donc alors chercher une zone importante de 5800 points. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en affranchir durablement, mais si on y parvient, on va peut-être le voir par la suite, dans ces conditions, on aurait de nouveau un potentiel de hausse qui se dégagerait pour aller chercher un point peut-être important qui se situe à 5994. Alors vous l'avez évoqué vendredi soir durant l'émission des gaps, qui était le premier gap en fait, le premier gap baissier, donc d'initiation de tendance. C'était en février 2020, c'est ça, au moment de la grande baisse de février 2020. Baisse. Donc c'était le premier gap. Après, vous avez vu, il y a les 3 gaps continuation et gap de rupture et ça a coïncidé tout simplement avec la prise de conscience que la pandémie était là, qu'elle était installée. Donc l'objectif, là, c'est d'effacer complètement la crise pandémique. Si on va combler ce gap, effectivement, juste avant les 6000 points. Exactement, 5994 et pour être très précis, 5884. Est-ce que le marché parisien, est-ce que l'Europe peut s'affranchir des marchés américains pendant quelques temps encore, Frédéric ? On parlait d'un risque de correction plus poussé du Nasdaq. Est-ce que le CAC peut s'affranchir d'un éventuel mouvement, d'une éventuelle poursuite de la baisse du Nasdaq et des marchés américains ? À court terme, sur quelques séances, c'est encore possible. Sur le moyen terme, on y croit moins. On y croit moins, tout simplement. Après, c'est mécanique. Si jamais, donc, on sait très bien que le CAC 40 est détenu à 40-45% par des fonds anglo-saxons. On sait pertinemment que c'est une correction qui se poursuit aux États-Unis et qui prend de l'ampleur. Ces fonds-là seront obligés probablement de vendre en Europe pour venir donc compenser les pertes et essuyer les pertes aux États-Unis et venir soutenir les marchés. Donc oui, on peut rester encore un petit peu décorrélé, dématérialisé un petit peu des indices américains. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Il faut dire un mot peut-être de l'once d'or pour finir, Frédéric, qui est repassé sous les 1700 $. On était à plus de 2000 à l'été 2020, c'est ça. Et puis, ce qui a été une belle année pour l'or l'an dernier. Et puis, c'est vrai que depuis le début de l'année, avec le retour de l'appétit pour le risque, visiblement, c'est un actif qui subit quelques dégagements sous les 1700 $. Est-ce qu'on a là quand même l'idée d'un point d'entrée intéressant ? Alors, il est même parfait, je dirais. Parfait. Donc, on n'a pas ramené le graphe. Mais c'est vrai, on est descendu de 300 $ en ligne droite quasiment. Donc, on est revenu chercher un appui de moyen long terme sur 1690, 1700 $. Donc, pour nous, c'est un niveau d'achat qui est parfait, avec éventuellement, pour les gens qui ont plutôt une optique de court terme, un stop de protection sur les 1670. Mais en tout cas, c'est une zone d'achat à 1690, 1700 $. Bon, l'once d'or sous les 1700 $. Si l'once d'or doit rebondir, c'est maintenant. C'est ce qu'on doit comprendre. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Garcia qui était avec nous pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, le responsable de la salle des marchés de Bourse Direct dans Smart Bourse à la mi-journée.